Bonjour à tous et bienvenue dans cette première de Café des Hommes, donc une émission qui essaie de regrouper la fine fleur de l'intellectualisme français, intellectualisme pas au sens gaucho-bourgeois, au sens réel. L'idée de cette émission, c'est de passer en revue quelques-uns des éléments d'actualité avec une pensée critique, éventuellement à plus long terme d'inviter des intellectuels et des penseurs pour ouvrir le champ de votre compréhension. Nous le voyons comme un rendez-vous sympathique et populaire, sans chichi bien pensant, ni fioriture intellectualiste. Nous le voyons comme un débat avec des échanges, ni sceptiques, ni dogmatiques. Et pour cette première, je suis avec Martial, du site Néo-Masculin, et Ralph, de la chaîne YouTube Ralph. Donc, est-ce que vous pouvez éventuellement vous présenter chacun ? Oui, je commence. Donc, Martial, pas tellement habitué de ce format-là, moi c'est plutôt l'écrit, mais fort content d'être avec vous. Je reviens à peine de ma campagne profonde, j'ai passé le week-end, et je suis bien content d'être là avec vous ce soir. Voilà, je passe la parole à Ralph. Et Ralph, on me connaît parce que j'ai la chaîne YouTube Ralph. Pareil, je suis pas trop habitué à ce genre de format. J'ai l'habitude de préparer, voire de préparer mes interventions. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus pour le moment. Et moi, donc du coup pour finir, Moss de la chaîne Moss Majorum, pareil, je suis sur YouTube comme Ralph et je suis plutôt habitué à préparer les récits que je vais livrer à mes auditeurs et pas vraiment à faire dans l'interaction en direct, mais c'est aussi un défi intéressant, donc j'ai envie d'essayer. Aucun d'entre nous n'est en zone de confort, c'est merveilleux. Oui, exactement. Alors au programme d'aujourd'hui, on a plusieurs thèmes. Karine Viard, ça c'est le premier thème qu'on va traiter. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu à l'affaire des Gilets jaunes. Et puis, on a quelques mots à dire sur les incels par rapport à l'actualité, avec cette attaque d'un incel récemment qui a fait 2 victimes. Et puis, éventuellement, on voudrait aussi aborder la question du Brésil. Et tout en fin de vidéo, probablement, mentionner la journée de l'homme. On y reviendra probablement plus en détail, peut-être dans la deuxième version de Café des Hommes, d'ici quelques temps. Donc pour la première thématique, Karine Viard, qui veut commencer ? Ralph, Martial ? Non, je veux bien. Déjà peut-être voir ce qu'elle raconte, puisqu'on va... Oui, retournons aux faits déjà. Donc je veux bien me lancer dans la lecture du HuffPost. C'est là nouvelle. Donc ouais, c'est du sérieux, c'est de la presse sérieuse. Ah ouais. Et écoutez, si ça vous dérange pas, j'attaque. Vas-y. Alors, ça concerne MeToo. Et Karine Viard a pris position sur la question MeToo. Et elle affirme que jusqu'à l'émergence du mouvement MeToo, elle n'avait pas pris conscience qu'au cours de sa vie, elle avait eu affaire à des prédateurs sexuels. Elle regrette ne pas avoir su dire non à certains hommes, un manque de répondants qui serait lié à son éducation et le fait d'avoir été élevée par ses grands-parents et non pas par son père, selon elle. Très intéressant. Je vous cite Karine Viard dans le texte. « J'étais une ouïe blanche, j'avais une certaine naïveté, une sorte de candeur. N'ayant pas été élevée par mes parents, je n'avais pas été regardée par mon père, par exemple. » Elle continue. Elle s'est laissée intimider, dominer, et elle a dû se résigner à passer à la casserole, raconte-t-elle, sans en dire davantage. Elle cite « Je suis tombée sur des prédateurs sexuels qui ont anesthésié mes sensations, et j'ai préféré passer à la casserole plutôt que de me rebeller parce que ça me paraissait plus simple. C'est vous dire à quel point je reviens de loin. » Je vous cite encore une autre de ses paroles. « Avant cette affaire-là, je n'avais pas pris conscience qu'il y a des gens qui portent en effet en eux l'ADN du prédateur. » Et elle continue en disant qu'elle apprendra à ses filles à se méfier désormais. Voilà. L'article sur Karine Viard et les prises de Karine Viard. Si quelqu'un veut commencer à commenter, je vous en prie. Martial, vas-y, je te donne la parole. Ouais, moi il y a plusieurs trucs qui m'interpellent là-dedans.
D'abord parce que je suis aussi le parent d'une fille. Et bon, j'espère bien en effet que tu apprends à tes filles à se méfier un petit peu, c'est quand même la moindre des choses. Par ailleurs, ce qui me choque, c'est que là, finalement, on est passé à un troisième niveau. On avait une espèce de premier niveau qui était non, c'est non, mais ça, ok, il n'y a aucun problème. On a eu un deuxième niveau qui était pas explicitement oui, c'est non quand même. Et là, on est à un troisième niveau qui est oui, ça peut quand même être un petit peu non, selon les cas. Et donc, en fait, le mec est quand même un prédateur, quoi. C'est-à-dire c'est elle qui n'a pas su dire non, c'est elle qui ne s'est pas protégée, c'est elle qui s'est mise en danger, mais c'est quand même le mec qui est un salaud. Je trouve ça assez intéressant comme façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'elle, de toute façon, elle n'a pas de part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Oui, et puis elle formule un non qui est un non a posteriori finalement. Oui, c'est ça. Que tu... Ouais. C'est une blague qu'on voit passer sur le web, une petite BD où t'as un couple qui se sépare post-coitum, où t'as la fille qui dit c'était bien, mais comme j'ai changé d'avis, c'était un viol. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Et ouais, vas-y. Ouais, si tu peux me permettre, j'aimerais attirer l'attention sur les mots qu'elle utilise. Elle dit qu'elle était une oie blanche et qu'elle tombait sur des gens qui étaient des prédateurs sexuels génétiques dans leur ADN. Donc on est effectivement dans la déresponsabilisation totale. On est dans un manichéisme, la femme irresponsable et l'homme mauvais par nature. Oui, mais justement, tu peux te demander comment tu fais si tu es une oie blanche à ce point-là pour vivre au quotidien. Parce que visiblement tu en es incapable, puisque si t'es pas capable de comprendre le truc essentiel, qui est qu'il y a des gens qui sont pas gentils, alors t'es quand même mal barré dans la vie, quoi. Ouais, et bon, l'intervention de Karine Viard, elle pose toute la problématique de ce mouvement MeToo, qui est censément un mouvement de libération de la parole. C'est que ça pose le mauvais diagnostic. C'est-à-dire que les motifs pour lesquels les femmes subiraient divers outrages ne sont pas bien analysés, puisque ce serait l'homme mauvais par nature. La méthode est mauvaise, puisqu'on est dans la dénonciation publique et on est dans l'indifférenciation des actes, c'est-à-dire que tout est égal à tout. Le harcèlement de rue, tout devient viol. On est dans une extension des définitions des agressions sexuelles qui est assez inquiétante. C'est les mauvais porte-parole. Les actrices ne peuvent pas se poser en parangon de vertu, et c'est les mauvaises solutions, qui est la criminalisation, la judiciarisation des rapports hommes-femmes. Donc il y a un peu rien qui va dans ce mouvement, et c'est un peu du communisme mental, quoi. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de féminisme, il faut en faire plus. Et si ça marche pas, il faut mettre en place un système répressif. Donc, il n'y a rien qui va là-dedans, quoi. Alors, moi, il y a un autre point qui me choque, c'est que ce qui est sous-entendu là-dedans, dans cette histoire, c'est que y aurait des rapports sexuels légitimes et d'autres qui ne le seraient pas. Et ceux qui ne le seraient pas, ce serait, même sans violence, ceux où il y aurait autre chose qu'un désir simple, immédiat et absolu. C'est-à-dire que dès qu'on aurait un rapport sexuel pour autre chose qu'un désir qu'on a tout de suite, ça serait de l'abus. Mais le problème, c'est que ça, c'est complètement méconnaître la nature réelle de l'humain. Bien sûr qu'il y a des fois où on couche juste parce qu'on a envie, mais il y a combien de fois où on couche parce que peut-être qu'on n'a pas super envie sur l'instant, mais on a besoin de se rassurer, mais on a besoin de faire plaisir à l'autre, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a besoin de tendresse, on a envie de communiquer, on a envie de ne pas se sentir seul, et des fois on a envie de faire avancer sa carrière aussi. Et donc c'est quand même assez difficile d'un côté
de dire il faut que les gens soient absolument libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps, et de l'autre de dire mais par contre, s'ils en font pas exactement ce qu'on a dit qu'il fallait qu'ils en fassent, c'est de l'abus. Oui, il y a une négation de la complexité du processus de séduction, de tous les rapports de pouvoir que ça implique. Il y a vraiment une version simple et angélique un peu de séduction et du sexe qui est fausse. Hein. Alors, moi, par-delà tout ça, j'avais envie aussi de revenir éventuellement sur le rôle que nous, lecteurs de ce genre d'article, on a joué là-dedans. Il y a un peu ce que j'appellerais la tyrannie de l'affliction, c'est-à-dire que nous, spectateurs, lecteurs, nous sommes quelque part prisonniers dans un dilemme, et nous avons le choix entre deux options qui sont d'un côté un sentimentalisme obligé, et de l'autre une sorte d'indifférence coupable, où on peut pas dire en fait que Karine Viard, on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui s'est passé dans les backstage de ces films. Et je trouve que c'est intéressant aussi de mettre en lumière le fait que face à ce genre d'événement, finalement, le grand public est quelque part pris en otage et n'a pas vraiment d'autre choix que d'approuver ce que disent les journalistes féministes sur le sujet. Vous en pensez quoi ? Il y a une tyrannie, parce que si on se met à discuter du bien fondé des propos de Karine Viard et des autres, hein, ça a commencé avec Asia Argento, on est tout de suite catalogué comme un horrible macho qui validons les agressions sexuelles, alors que c'est absolument pas du tout le cas. Et d'ailleurs, la raison principale pour laquelle moi je trouve ce mouvement MeToo mauvais, c'est que justement ça décrédibilise les vraies victimes qui sont nombreuses. Oui, tout à fait. Parce qu'en effet, le marché de la séduction et le marché sexuel est de plus en plus tendu. Les acteurs ont des méthodes de plus en plus agressives pour arriver à leur fin. Ça, c'est une réalité. Mais les causes ne sont pas à aller chercher. Les causes ne sont pas simples. C'est structurel en réalité. Voilà. Martial, un petit mot pour peut-être conclure sur le sujet et puis on passe sur ce sujet-là, moi je suis spectateur de cette grande mascarade qui continue, qui se poursuit, et je pense qu'il va continuer à aller vers de plus en plus de caricatures. C'est-à-dire que là, on est passé de revendications qui pouvaient être légitimes, qui d'ailleurs à certains égards l'étaient, à une espèce de course victimière. C'est-à-dire chacun veut être victime, absolument, absolument, comme si le statut de victime était quelque chose de valorisant. Et donc, le problème, c'est que si tu cherches toutes les fois où dans ta vie tu as pu être victime de quelque chose, tu l'as été. Tu l'as été forcément. Et simplement, à partir du moment où tu décides que c'est ce qui te définit en tant que personne, t'es mal barré. Donc, moi je trouve que ce mouvement court vers le ridicule, vers le n'importe quoi, et en même temps nous emmène dans des zones dangereuses, dans des zones où effectivement l'expression du désir va devenir problématique. Elle est déjà d'ailleurs, mais l'expression du désir va devenir de plus en plus problématique en soi, et comme s'il fallait absolument, d'ailleurs c'est ce qui est voulu, criminaliser l'expression masculine du désir, et en fait ça nous ramène encore et toujours au marché, c'est-à-dire que finalement toute expression de désir hors des cadres définis par le marché, c'est-à-dire toute expression de désir là où tu ne payes pas pour l'exprimer, c'est-à-dire quand ce n'est pas sur un site de rencontre, quand ce n'est pas dans un bar fait pour ça, etc., va devenir illégal, et c'est le but de la manœuvre à mon avis. Oui, peut-être, alors je ne sais pas si on va encore parler beaucoup, moi j'aimerais revenir sur un de ses propos, c'est elle attribue sa faiblesse au manque de père. Ah oui, intéressant ça. Ouais, en fait, bon, c'est un vibrant appel, c'est peut-être un appel. Quand le féminisme se casse la gueule quelque part. Parce que, effectivement, hein, l'absence du père, la dévalorisation du rôle du père y est beaucoup dans actuel. Le père, c'est le surmoi. Hein.
le père c'est le surmoi, et le père c'est le patriarcat aussi. Donc Oui. c'est complètement antinomique. Hein. En tout cas, Karine Viard est antinomique dans ses propos, c'est-à-dire que elle milite, enfin, elle attribue sa faiblesse à l'absence du père, et en même temps, elle est féministe, c'est-à-dire que elle lutte contre le patriarcat, donc en fait, bon, ça n'a pas de sens. Alors, il y aurait un autre point que j'aimerais soulever dans ce qu'elle dit également, c'est que visiblement, avant MeToo, elle n'avait pas conscience du fait qu'elle était victime. Et dans ce genre de cas, si tu n'as pas conscience que tu es victime, est-ce que tu l'es? Puisque si tu ne souffres pas d'un fait, est-ce que tu en es quand même victime? Oui, moi il y a aussi un autre truc qui m'interpelle dans cette histoire, c'est quand même qu'elle a mis 1 an après Oui. MeToo pour se rendre compte que elle était victime. Cette espèce de temporalité en différé qui attend 1 an me paraît extrêmement bizarre, mais bon, Il fallait bien attendre la promo de son film. probablement. Et qu'attend même 20 ou 30 ans, parce qu'elle fait référence à des histoires qui se sont passées certainement. Elle disait une jeune oie blanche, elle a plus de la cinquantaine aujourd'hui, donc elle revient sur des faits rétrospectivement que personne ne peut vérifier et qui se sont passés il y a peut-être une vingtaine, une trentaine d'années. Comment voulez-vous qu'on se place par rapport à ça? C'est ouais. Bon, eh bien, je pense qu'on peut changer de sujet, on peut passer de l'opportunisme au poujadisme, enfin peut-être pas, oui. avec les Gilets jaunes, et donc cette manifestation organisée le 17 novembre contre la hausse des prix des carburants. Qui veut commencer sur le sujet? Martial, peut-être? Bah écoute, ouais, moi je viens effectivement de cette France périphérique, hein, tant décriée, cette France poujadiste, qui refuse le progrès, etc. etc. En tout cas, qui est regardée de haut par des gens qui, parce qu'une fois dans leur vie, ils sont allés jusqu'à Marne-la-Vallée, se disent qu'ils connaissent la province. Il faut bien comprendre qu'il y a toute une partie de la France, et j'y ai vécu, et j'y vis encore régulièrement, où des fois pour acheter des timbres, il faut faire 15 bornes. Ou si le vendredi soir, t'as plus de clopes, eh ben, tu vas devoir faire 40 km aller-retour pour en trouver, quoi. Et ça, c'est que pour les petits trucs, mais quand je bossais à mon compte dans la RPI Rolleté, je faisais facilement 500 bornes par semaine, juste pour aller voir des clients. Et donc ces gens-là, c'est des gens qui gagnent pas beaucoup, qui pour certains nourrissent une bonne partie du reste de la population, et à qui on dit bah, vous allez raquer plus, encore et encore. Et quand vous râlez, vous êtes des salauds. Vous êtes des salauds, vous n'êtes pas écologistes, vous n'êtes pas solidaires, voilà. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, mais ça m'a semblé intéressant, que cette hausse des prix du carburant rattrapait en grande partie la suppression de la taxe d'habitation. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que la taxe d'habitation dans les communes rurales, elle est faible, hein, très très faible. Et donc, au final, le cadeau qu'on a fait aux gens avec ça, dans la ruralité, il est quasiment peanuts. Par contre, on leur tombe sur le rab au niveau carburant. Ce qui veut dire qu'en gros, on fait un cadeau aux urbains en faisant les poches aux ruraux. Donc c'est normal que les ruraux soient pas contents. Je trouve ça tout à fait normal. Après, personnellement, bien sûr que je suis favorable à la transition énergétique, bien sûr que j'aimerais qu'on pollue moins, etc., etc. Mais pendant des années, on a poussé tous les professionnels à prendre des diesels. Aujourd'hui, on les engueule parce qu'ils s'en ont, mais le plombier de village ne peut pas changer de bagnole tous les 3 ans, quoi. Et c'est ces gens-là qui font vivre encore notre ruralité. Le plombier qui fait 15 bornes pour aller déboucher l'évier de Madame Machin, voilà, c'est lui qui a impacté. L'agriculteur, c'est lui aussi. Et donc, moi, je trouve tout à fait normal que ces gens-là râlent, et je trouve absolument honteux qu'on les prenne de haut et qu'on les traite de poujadistes. Ralph, un point de vue sur le sujet? Oui, on est face à une colère populaire classique, hein, un ras-le-bol fiscal, c'est un grand classique des soulèvements populaires. On peut rechercher les causes de la Révolution française là-dedans, les printemps arabes,
On a des pays du tiers-monde où quand le prix du sucre augmente, il y a des soulèvements populaires. Donc, on a en France quelque chose d'un peu similaire. Et là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'augmentation du prix du pétrole. Mais enfin, c'est rien par rapport à la pression fiscale que subissent les Français. La France, c'est un pays qui est très cher à faire fonctionner. Et dans lequel on a, grosso modo, dans les actifs, un tiers de chômeurs ou de travailleurs pauvres qui participent pas ou participent peu à l'effort. Et on a tout en haut de la pyramide les riches, entre guillemets, hein, qui échappent à l'impôt par l'évasion et l'optimisation fiscale. Et entre les deux, on a une population qui est pressurisée, hein, qui se fait prendre 80% de son revenu. Et donc, la colère est tout à fait légitime. Maintenant, l'action qui est menée pour protester, elle est symbolique. On voit qu'il y a la symbolique des gilets jaunes. Grosso modo, c'est une sorte de Shabbat. Hein. Le mot d'ordre, c'est de pas consommer et de pas consommer ce jour-là. C'est un moyen d'action qui est assez ridicule par rapport aux enjeux, mais ça peut déboucher sur quelque chose. J'en sais rien. Mais je trouve que le peuple a été émasculé. Qu'on lui a appris à être gentil, à protester de manière gentille. Or, le peuple, c'est le nombre et la violence. Et donc, je crois pas vraiment à ce Shabbat improvisé du 17 novembre, mais on verra bien ce que ça donne. Oui, je partage une grande partie du constat que tu as aussi. La France est quand même championne du monde, pas seulement de foot, mais aussi d'impôts. Et la pression fiscale est effectivement très forte. Alors moi, dans les lectures que j'ai faites, il semblerait que, paradoxalement, il soit possible que cette hausse des prix de l'essence vienne d'une augmentation de l'écologie en France, enfin, en pratique d'une baisse de l'achat de carburant. Il y a eu moins de 10% de consommation de produits pétroliers depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Et du coup, je pense que effectivement, ils ont moins de recettes que prévu et ils essaient de compenser. Alors, je ne sais pas si c'est ça la vérité, le fond de l'affaire. Je pense que nous ne le saurons jamais. Mais effectivement, la France est globalement malade de ses taxes, malade de ses impôts et malade de sa dette aussi, parce que finalement, si on fait tout ça, si on taxe autant, c'est parce qu'on est dans une sorte de course, de spirale infernale vers toujours plus de dettes et toujours plus de taxes pour compenser la dette. Oui, et le moyen de la taxe, parce que la taxe est différente de l'impôt. Ah oui, très différente. Oui. Et la taxe, elle va être supportée également par tout le monde. Et donc, la taxe, c'est le moyen d'imposer le plus inégalitaire qui soit, le plus injuste qui soit. Et les gens qui vont le plus supporter cette taxe, c'est ceux qui habitent dans les zones périphériques, comme a dit Martial, qui habitent à la campagne, et qui habitent en banlieue et qui sont bien obligés de prendre la voiture pour aller bosser, pour aller chercher du boulot, pour aller faire les courses. Donc, c'est injuste au carré, entre guillemets. Oui, mais quelque part, je pense qu'en fait, c'est quitte à taxer quelqu'un, je pense que le chef de l'État a décidé de taxer les gens qui n'ont pas voté pour lui, donc a priori les gens qui habitent en milieu rural, et pour garder l'opinion positive des gens qui ont voté pour lui, qui sont a priori plutôt des citadins, qui utilisent le métro, le tramway et autres transports en commun. Donc je pense que c'était un choix de raison en fait, cette histoire. Le bobo urbain faussement écolo, ça le dérange pas trop, ça le touche pas trop, c'est clair. Moi je suis d'accord. Parce que, effectivement, je vous confirme, à la campagne, des macronistes, vous n'en avez pas des masses. Hein. Non. Je pense que c'est une vérité qui crève les yeux de tout le monde en fait, Martial, mais parce que honnêtement, la plupart des gens dans mon entourage qui sont allés vers Macron sont des gens qui sont dans un milieu de base relativement, je dirais, favorisé. Oui. C'est là où je trouve que c'est très amusant de voir la campagne se faire accuser de poujadisme. C'est que pour moi, Macron quelque part capitalise plus sur les classes moyennes que les gilets jaunes. Pour moi, les gilets jaunes, c'est un truc qui vient du peuple et pas des classes moyennes. Mais bon. Alors là, on a parlé de l'injustice du mouvement et de la colère légitime du peuple. J'aimerais quand même attirer l'attention sur la porte-parole du mouvement. Moi, je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas comment on choisit
les porte-paroles médiatiques d'un mouvement. Mais c'est une femme qui s'appelle Jacqueline Moreau. Et alors, attention, accrochez-vous. Elle est voyante. Elle fait de l'ectoplasmie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'ectoplasmie. À peu près, ouais. Mais Vaguement, mais peut-être que tu peux le rappeler pour les auditeurs. C'est dans des réunions médiumniques où on parle avec les esprits. Et l'ectoplasmie, c'est des phénomènes physiques qui sont censés se produire pendant ces réunions médiumniques d'apparition électrique, de lumière ou de ce genre de choses. Cette femme est une spécialiste de l'ectoplasmie. Oui, c'est ce que faisait Madame Blavatsky. Exactement, Blavatsky. D'ailleurs, pour les gens qui écoutent ma chaîne, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo et la prochaine vidéo sera consacrée en partie à la société théosophique, à tout ce mouvement spirit et médiumnique qui est né au 19e siècle aux États-Unis, mais c'est une autre affaire. Ouais, cette femme est une réminiscence. Enfin, moi, je pensais que le spiritisme et le médiumnisme, ça n'existait plus, et apparemment, Jacqueline Moreau le pratique encore. Elle s'intéresse aussi au chemtrail, qui est quand même le sujet complotiste le plus bidon qui soit. Oui. Voilà quoi. Alors c'est même plus. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de Frigide Barjot. C'était comme ça, Frigide Barjot. Oui, c'était Frigide Barjot, oui. Ouais, Frigide Barjot qui était l'égérie de la Manif pour tous, l'égérie ridicule de la Manif pour tous. Et bien là, on nous a mis une Jacqueline Moreau qui est encore pire que Frigide Barjot. Donc c'est super pour la crédibilité, ça part mal. Maintenant, je tiens à préciser quand même que si on veut attaquer Jacqueline Moreau là-dessus, vous connaissez Corinne Lignon? Non. Vous avez quelque chose, mais je vois pas qui c'est. Alors, c'est une députée La République En Marche, voyante. Elle est voyante de profession et elle fait des séances à 90 € non déclarées. Voilà. Donc, c'est cool. Les députés LREM, c'est du grand guignol aussi, de toute façon. Oui. Alors, sur la porte-parole des jeunes, je suis d'accord qu'en termes d'image, c'est pas top. Par contre, justement, il faut se garder de trop juger là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce qualité de porte-parole chez les jeunes? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'elle dit dans ce cadre-là. Ce qu'elle fait de ses loisirs par ailleurs, on s'en fout, quoi. Mais c'est vrai que si elle commence à parler de chemtrails et de reptiliens, ça va pas le faire, quoi. C'est donc qu'il ne faut pas avoir le mépris, ce mépris des classes populaires. Cette dame, elle souffre de la même manière que tout le monde, mais oui, voilà, ça prête le flanc à se faire battre et à décrédibiliser totalement le mouvement qui est déjà pas super costaud au départ. Ouais. Mais après, à chaque fois que tu as un mouvement qui naît et qui commence à gagner un peu en popularité, tu auras toujours des gens qui vont essayer de se placer dedans et qui sont pas toujours les gens les plus recommandables en apparence. On a ça également dans nos groupes et c'est normal. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es en marge d'un système, tu vas toujours être beaucoup plus, je dirais, poreux aux autres thèses qui sont en marge. Et tu vas avoir tendance à avoir une certaine sympathie, voilà, pour ces thèses en marge. Et c'est là qu'il faut être très prudent et bien faire fonctionner la raison, parce que c'est pas parce que des gens que t'aimes pas disent que c'est de la merde que c'est forcément un truc génial. Oui, mais de toute façon, les gens qui se mettent en avant, et c'est un peu une malédiction française, c'est toujours les plus fanatiques, les plus ridicules, les plus égocentriques. Et c'est vrai qu'il faudrait pas que ce soit... voilà, c'est un phénomène presque naturel, j'ai envie de dire, parce que... la personne lambda saine d'esprit, elle a pas vraiment envie de se mettre en avant pour ce genre de truc, parce qu'elle a autre chose à faire déjà. C'est ça. Mais c'est vrai qu'un porte-parole sérieux, charismatique, solide, c'est pour le succès d'une entreprise de contestation, c'est quand même un point de force, quoi. C'est quand même un point de force. Oui. Oui, après, je pense que la contestation du gilet jaune, c'est quelque chose qui est très délimité dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une action révolutionnaire de longue haleine,
il va pas y avoir de mouvement, de soulèvement, etc. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui est très, enfin c'est Ponctuel, ouais. c'est ponctuel, oui, ça n'a pas vocation à s'éterniser. Donc je pense que aussi les porte-paroles dans ce genre de cas sont forcément moins charismatiques et ont moins d'épaules que des porte-paroles qui sont destinés à être employés sur une campagne longue avec probablement plus de besoins en termes de le porte-parole doit avoir les épaules solides, etc. Oui, tout à fait, mais je trouve la question intéressante, c'est cela qu'aussi elle nous renvoie à notre cas, c'est-à-dire que tous les trois, on se retrouve, à certains égards, porte-parole de certaines causes, personne ne nous a mandaté pour ça. Personne. Simplement, c'est nous qui avons pris la parole à un moment donné. Et peut-être que cette dame, elle est exactement dans ce cas-là aussi. Personne ne l'a mandatée, mais à un moment donné, c'est elle qui a ouvert sa gueule. Et ça a marché. Ouais, vraiment. Oui, c'est possible, et je pense qu'on peut profiter de l'occasion, vu qu'on parle un peu de nos cercles et de nos mouvements, pour du coup évoquer ce qui s'est passé avec les incels. Est-ce que la transition arrive à un moment opportun pour tout le monde, ou est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant? Oui. Ralph? Je voulais juste rajouter très rapidement sur les gilets jaunes, sur l'aspect ponctuel de cette opération. Oui, le gouvernement qui est très fort en com, il va faire un grand plan pétrole. Il va trouver des solutions ponctuelles à des problèmes ponctuels, et en fait, sur la problématique générale, il n'y aura aucune solution. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Et en effet, on passe à un autre sujet. Ok, bon. Donc le troisième sujet, c'est les incels. Donc en réaction à cette attaque aux États-Unis dans un studio de yoga, ça ne s'invente pas, qui a fait 2 morts, si ma mémoire est bonne. C'est ça. 3 avec l'attaquant. 3 avec l'attaquant, exactement. Pardon. 2 femmes et l'attaquant lui-même. Plus, il me semble, 1 ou 2 blessés. C'est ça. Martial, est-ce que tu as une réaction par rapport à cette attaque, cette haine des femmes qui s'exprime au grand jour? Ah oui. Donc Scott Bayer, en avril dernier, j'avais fait un papier sur Alec Minassian, dans lequel je disais que de toute façon, fallait pas se leurrer, c'était pas le dernier, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça allait se reproduire. Et ben voilà. Ça se reproduit et il n'y a aucune raison pour que ça change. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y en ait pas un autre à l'avenir. Donc c'est tragique, c'est dégueulasse. Mais je pense que la violence incel ne fait que commencer. Et la question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Moi, je pense qu'il faut leur tendre la main, parce que c'est des gens en souffrance. Et c'est des gens à qui il faut qu'on montre qu'il y a d'autres chemins possibles. C'est des gens à qui il faut qu'on montre que se définir soi-même par l'absence d'une relation fantasmée, c'est peut-être pas la solution. Il y a peut-être mieux et plus riche en toi. Et en même temps, il faut qu'on s'en détache parce qu'il est bien évident qu'on ne peut en aucun cas soutenir, ni justifier, ni même comprendre une telle violence. Moi, je comprends très bien que des types aient la haine, je comprends très bien que des types aient la rage, qu'ils en viennent à tuer des innocents, non. Bon, ça, je ne peux pas l'accepter. Ah bon. Ouais, de mon côté, je partage un peu le constat. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour tendre la main aux incels et leur proposer autre chose que rester dans une spirale d'incompréhension du monde, parce que pour moi c'est principalement un problème d'incompréhension du monde en fait. Oui. Et puis malheureusement je pense que effectivement, comme tu le dis, on n'a pas réglé les problèmes de fond, on n'a pas réglé la souffrance psychique, parce que c'est de la souffrance psychique et de la frustration aussi qui est en arrière-plan, et donc on peut se lamenter, on peut déplorer ce qui se passe, mais malheureusement, c'est amené à se reproduire. Et tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes de fond, on ne pourra pas avancer. Mmh.
Ralph, est-ce que tu as une opinion sur le sujet? Oui, là encore, il y a peut-être pas assez de complexité dans l'étude de la question, puisque cette tuerie, elle se passe au États-Unis, un pays qui entretient un rapport particulier avec les fusillades, hein, il y en a régulièrement. Donc, le problème incel, il vient se surajouter à d'autres problèmes inhérents à la société américaine. Je pense qu'il y a une pluralité de facteurs qui amènent ce type d'événement tragique. Et incel, c'est que un élément déclencheur supplémentaire. Voilà. Et, et aujourd'hui, on met l'accent sur des personnes qui se revendiquent ouvertement incel et qui commettent ce genre d'actes. Mais je crois que la frustration sexuelle induite par l'époque, le fait qu'énormément d'hommes soient exclus de la compétition sexuelle, ça explique pas uniquement que la violence gratuite des incels à proprement parler. On pourrait retrouver cette thématique dans le terrorisme islamique, dans toutes sortes, Absolument, oui. ouais, dans toutes sortes d'expressions ultra violentes de contestation. Donc voilà, c'est pas un problème propre au incel, ça existait déjà avant. Et moi j'ai un petit problème de définition avec le mot incel. Ah, j'allais en parler parce que j'ai eu aussi, moi, sur la vidéo du coup que j'ai sorti, quelques commentaires qui me disaient oui, mais tous les célibataires involontaires sont pas des incels. Comment est-ce qu'on définit un incel? Donc, vas-y, je t'écoute sur la définition. Voilà, c'est-à-dire c'est peut-être une déformation professionnelle, mais avant de parler de quelque chose, moi j'aime bien le définir. Donc, si un incel, on se concentre sur les mots, c'est quelqu'un qui est exclu de la compétition sexuelle et qui est vraiment involontairement célibataire, bah, ma foi, c'est pas une tare, c'est pas une infamie. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un anathème hein, sur les réseaux sociaux dès que quelqu'un tient des propos un peu anti-femmes, un peu critiques, on a tout de suite les gens qui disent bouh, incel. Frustré. Non, c'est plutôt plus puceau, Voilà, Ralph. ouais, puceau, mais c'est comme si vous vouliez, un pauvre critiquait le système économique et qu'on lui dit t'as pas le droit à la parole, c'est le clochard. Ouais, je trouve ça un peu ridicule. Soit bah, on a une définition plus circonscrite, et l'incel, c'est quelqu'un qui souffre de manière pathologique et dangereuse, euh, et qui, en réaction, a une haine des femmes et une haine du monde en général. Et dans ce cas-là, c'est tout autre chose. La problématique est différente. Alors, Voilà. de mon côté, au niveau de la définition, ce que j'avais, enfin, l'espèce de distinction que j'avais faite, c'est que pour moi, les incels sont les célibataires involontaires qui se revendiquent comme tels. En gros, ils ont passé le stade pour lequel, selon eux, être incel, c'est la meilleure définition de leur identité. Ouais, c'est ce que disait Martial tout à l'heure. C'est dramatique de se définir de cette manière. Oui, surtout que, enfin, il y a plein d'autres manières de se définir. Son travail, ses loisirs, ses passions, enfin, que sais-je. Mais se concentrer uniquement sur le point qu'on est célibataire et qu'on n'est pas content d'être célibataire, c'est vrai que c'est une définition d'identité qui est assez curieuse. Oui, mais qui traduit une obsession inquiétante, en effet. Oui, et qui traduit le fait que tu n'arrives pas à te définir en tant que personne hors d'une relation, comme s'il fallait absolument que tu sois dans une relation amoureuse pour exister. Alors ça, effectivement, c'est ce que nous dit une bonne partie des comédies romantiques, de la presse à la con, etc. Et je trouve ça extrêmement dangereux parce que tu n'as pas besoin de te définir par ça. Et je dirais même que si tu veux un jour avoir une relation saine, tu as intérêt à pas avoir besoin de l'autre pour te définir. Évidemment. Oui, ça me paraît assez clair aussi. Finalement, on est dans une sorte de cas pathologique où un homme ne se conçoit comme l'annexe d'une femme. Voilà, c'est ça. Comme la moitié d'un tout, et s'il n'est pas la moitié d'un tout, il n'est plus rien. Oui, se définir de cette manière, c'est problématique. Je voudrais revenir sur autre chose peut-être. C'est, on utilise souvent,
on instrumentalise souvent la notion d'incel et les drames qui peuvent survenir, hein, qui sont réels et qui sont horribles, pour diaboliser l'ensemble de la sphère masculiniste. C'est ce qu'avait fait Stéphane Edouard, par exemple. Oui, bien sûr. Dans une de ses vidéos. Et c'est ne pas avoir compris ce qu'est la sphère masculiniste. Au contraire, la sphère masculiniste, elle analyse les problématiques des relations hommes-femmes actuelles, elle les met en perspective. Elle apporte parfois des solutions, même si évidemment elle peut pas apporter des solutions parfaitement satisfaisantes. Et la sphère masculiniste, enfin, je veux dire, alors comment il s'appelait, Scott Bailey, Scott Bayer, là. Scott Bayer, il aurait peut-être pu être sauvé, au contraire, par la sphère masculine. Moi, je suis absolument certain qu'on a un rôle à jouer à ce niveau et qu'il y a des idées à apporter à ces gens-là, il y a des concepts à leur rapporter. Un mec comme Scott Bayer, s'il avait tourné Mecto, il était inoffensif pour la société. Absolument, absolument, et au contraire, il aurait peut-être fini par atteindre l'objectif suprême du monde moderne, hein, trouver l'amour. Ça aurait peut-être aidé. Et ce qui m'étonne toujours, effectivement, c'est l'association des incels avec, par exemple, notamment Mecto, alors que c'est rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que Mecto, c'est quand même des mecs qui disent qu'ils ne veulent pas de relation. Alors que l'incel se plaint de... C'est l'amour, hein. Mecto, ils ont désacralisé l'amour, voilà. Ils ont désacralisé les mensonges pour les femmes. Voilà. Ce que n'a pas fait et c'est un travail que n'a pas fait l'incel, qui meurt de sa frustration quand il comprend que ce à quoi il a aspiré toute sa vie était faux, qu'aucune femme ne viendra le sauver. Et oui, c'est. L'incel, il croit que les comédies romantiques, c'est le réel. Et quand il se rend compte que c'est pas le cas, c'est terrible. Voilà. Alors effectivement, hein, quand tu te rends compte que la vraie vie est beaucoup plus cruelle, beaucoup plus moche, beaucoup plus dégueulasse que ce qu'on t'a appris dans les romans à l'eau de rose, ben oui, t'as la rage sur l'instant, mais tout l'enjeu est de pas y rester. Tout l'enjeu est de faire de ça un moteur. Voilà, pour aller plus loin, pour aller au-delà. Puis la sphère masculine qui fait un gros travail de conceptualisation, d'explication, mettre des mots sur les choses, c'est dépassionner les choses. Oui, tout à fait. Celle, il est complètement dans l'émotion. Peut-être qu'il n'arrive pas à exprimer certaines choses et ça le rend fou. La sphère masculine, elle se bat au contraire contre ça. Hein. Elle exprime le mal-être. Oui, tu as tout à fait raison. Une fois qu'on a les concepts, on se rend compte que déjà ce qui nous est arrivé est beaucoup moins grave, et beaucoup moins rare, et beaucoup moins exceptionnel que ce qu'on croyait. C'est-à-dire que voilà, tu reviens sur ta vie, tu dis ah mais là en fait ce qu'elle a fait c'est loi de Briffaut. Ok, je comprends tout, c'est normal. Et elle était même pas méchante. Elle était complètement tu pouvais complètement la prévoir en fait. Voilà. Si j'avais su, j'aurais prévu. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as ces clés de lecture, les choses deviennent beaucoup plus cool. Hein. Les choses deviennent beaucoup plus cool et en même temps, quand tu apprends ces choses, tu peux nourrir un sentiment de trahison puisque tu as l'impression que c'est des choses qui étaient connues, que tous nos ancêtres connaissaient et qu'on a oublié de t'apprendre, quoi. Donc il y a une perte, il y a une perte de confiance, il y a une violence et cette violence aujourd'hui, c'est la sphère masculine qui la canalise. Hein. Ah oui, absolument. Et je pense que on va avoir à la canaliser de plus en plus. Et parce que tu vois le genre de personnes qu'on a aussi, on se récupère aussi des gamins, des fois qui ont 18 ans, qui n'ont jamais eu une référence
masculine dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont été élevés par une mère seule, ils ont été éduqués dans un environnement éducatif tout à fait féminin, et ils savent pas ce que c'est qu'être un homme. Et donc ils se bricolent ça comme ils peuvent, mais ils ont besoin qu'on leur parle. Ils ont besoin qu'on leur donne des cadres, ils ont besoin qu'on leur donne des idées, concepts et autres. Et c'est des gosses qui sont en souffrance aussi. Société sans père, société de sacralisation de l'amour et de la femme absolue. Et c'est un cocktail explosif. Oui, et très dangereux. Oui, je suis toujours aussi étonné par la jeunesse de certains des gens qui rejoignent, surtout MGTOW, parce que je vois plutôt le côté MGTOW, mais effectivement, il y a des gens qui sont très très jeunes, même des adolescents, finalement, qui rejoignent MGTOW, et c'est, enfin, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui a été raté dans leur éducation, quelque part, qui n'ont pas eu la jeunesse qu'ils auraient dû avoir, parce que c'est plutôt, moi, j'aurais attribué MGTOW à quelque chose, un mouvement de la maturité quelque part, quelque chose qu'on rejoint après avoir vécu quand même pas mal d'aventures amoureuses plus ou moins réussies. Et là, c'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand je vois des gens qui me disent ouais, j'ai 16 ans et je suis MGTOW, et je me dis mais à ton âge, tu devrais plutôt t'intéresser aux 3-4 lycéennes mignonnes qu'il y a dans ta classe. Oui, et tu devrais encore être un peu naïf. Ouais. Et oui, bah, moi non plus. J'avoue que j'ai remarqué que j'avais un public très jeune, et j'avais une partie de mon public en tout cas qui était très jeune, et je m'attendais pas à avoir un public aussi jeune. Quand on est jeune, on est dans la naïveté, on est dans la passion, et on n'a pas à s'occuper de ce genre de choses. Enfin, moi en tout cas à leur âge, je pensais pas à ce genre de choses. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le début des années 2000, les années 90 et aujourd'hui. Il y a eu un durcissement de la situation. Et peut-être la dernière chose que je voulais dire sur Incel, c'est pas un phénomène propre aux États-Unis. Il y a une icône un peu de la contre-culture Internet, des forums 18-25, des Ray et compagnie, qui est le Célestin, hein, qui est le jeune qui est complètement éjecté de la compétition sexuelle, qui regarde tout ça de très loin, qui ne plaît pas aux femmes, qui est puceau. Et il y a toute une mystique autour de ce personnage, et c'est que ça touche une partie très grandissante de la jeunesse. Voilà. Oui. Bah, d'ailleurs, des Rey, on en a pas mal dans nos groupes divers, nos followers, tout ça. Et d'ailleurs, je vais saluer au passage. La nation. Oui, l'élite. Mais je suis d'accord, c'est effectivement, oui, Célestin est une forme d'incel. Bon, je pense pas que Célestin irait faire un carton Lidl du coin, mais on sait jamais. Mais Célestin, il est en souffrance. Oui, absolument. Ouais. Bon, eh bien, je vous propose de passer au thème suivant. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Donc on va rester dans la misogynie, mais non, je plaisante. On va partir au Brésil pour parler de l'élection de Bolsonaro. Élection pas vraiment surprise, parce que quand même on le voyait venir depuis le premier tour, où il a réussi à gratter 46% des voix, et il a été élu au deuxième tour avec 55% des voix. Presque élu au premier tour. Hein. Presque élu au premier tour, en effet. En ayant passé 3 semaines de campagne à l'hosto. Voilà. Ouais. Donc, Ralph, est-ce que tu veux commencer sur le sujet, ou je crois que ça t'inspire pas mal, donc. Oui, alors pour mettre les choses au clair tout de suite, moi j'ai été plutôt content de l'élection de Bolsonaro. Pour moi, c'est le peuple brésilien qui a sifflé un peu la fin de la récré. Le Brésil tel qu'on nous le décrit, c'est vraiment la chienlit. Hein. On a, je crois que alors un chiffre ahurissant en 2017 de 64 000 meurtres. J'ai fait un calcul rapide, 60 meurtres par jour, et on a cette statistique qui comprend
les kidnappings, la violence du quotidien, les cambriolages, les viols, et j'en passe. Et c'est aussi une société corrompue par le haut. La situation économique était catastrophique. Et donc, les Brésiliens ont sifflé la fin de la récré. Il y a eu un sursaut. Et ça me réjouit plutôt. Voilà. Martial, un commentaire. Alors, moi, ça me réjouit pas, mais ça m'embête pas non plus. D'abord parce que j'ai pas beaucoup suivi cette histoire avant l'élection. Puis parce que je connais pas bien la situation au Brésil. Néanmoins, ce que je connais à peu près, c'est la façon dont les médias francophones ont suivi l'affaire. Et alors, quand même, dès le début, on nous a dit que c'était un candidat d'extrême droite. Par contre, ça a été extrêmement difficile de trouver en français des détails sur son programme. Donc c'est un candidat d'extrême droite, c'est un méchant pas beau fasciste, mais croyez-nous sur parole, parce que nous on sait. On a fini par avoir quelques extraits, parce que désolé, moi je ne lis pas le portugais. Ça m'a l'air économiquement d'être un réganien, avec des options sécuritaires assez importantes. Il est favorable à l'élargissement du droit de port d'armes pour les citoyens, ce qui, quand il y a 64 000 meurtres par jour, comme tu dis, me semble être la moindre des choses, parce que ça veut dire que... Par an. Pardon. Mais quoi qu'il en soit, dans un état d'insécurité pareil, ça me semble être la moindre des choses que le citoyen ait le droit de se défendre. Puisque ça veut dire que l'État ne fait pas son boulot, puisque l'État ne parvient pas ou ne souhaite pas, ou enfin quoi qu'il en soit, l'État n'exerce pas le monopole de la violence. Et à partir du moment où l'État n'exerce pas le monopole de la violence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Donc que c'est le Far West, et si on est au Far West désarmé, on se fait flinguer. Voilà, donc... D'ailleurs, la question du port d'armes citoyen, c'est une vraie belle question. Et c'est pas quelque chose qu'on peut rejeter d'un revers de main, parce qu'effectivement, nous aussi, on est dans des situations de violence qui montent, d'absence de possibilité ou de volonté de l'État de régler certaines de ces formes de violence. Et donc, à un moment donné, je pense que la question du port d'armes pour les citoyens va se poser en France. Et c'est pas forcément synonyme de passage à un mode de violence exacerbé. En Suisse, tout le monde a une arme chez soi. C'est pas un pays spécialement violent. Canada a exactement la même législation sur les armes que les USA et ça flingue beaucoup moins. Donc, pour moi, c'est une vraie question qui va entrer dans le débat, certainement dans les années qui viennent. Bon, chez Bolsonaro, moi, je vois plutôt l'autorisation du port d'armes par les citoyens comme un constat d'échec général de l'État à assurer sa fonction régalienne. Et quand l'État ne peut pas assurer sa fonction régalienne, il faut permettre aux individus de pouvoir le faire à sa place. Tout à fait. On peut pas laisser les individus désarmés face à une telle violence. Sachant que le criminel, lui, de toute façon, il en trouvera des armes. Ouais. Donc... Oui, ça c'est la constante. Moi de mon côté, dans les choses qui m'ont frappé, il y a le fait que, comme tu l'as un peu évoqué, Martial, nous Français finalement, qui ne suivons pas l'actualité politique brésilienne au quotidien, nous n'avons pas les clés pour comprendre l'élection. Et les médias qui devraient nous les donner, en fait, ces clés, qui devraient contextualiser les choses, sont incapables de le faire d'une part, et puis surtout ne le font pas, en toute connaissance de cause. Donc j'ai un peu cherché pour préparer cette émission le contexte politique, et ce qui ressort, c'est que les Brésiliens sortent d'une petite quinzaine d'années de communisme. Ils avaient le Parti des travailleurs au pouvoir pendant une quinzaine d'années, et ils étaient dans une triangulaire avec un centre un peu mou, un peu social-démocrate, quelque chose comme ça, qui assurait l'intérim en fait depuis la destitution de la précédente présidente.
Donc finalement, ils étaient dans une configuration triangulaire avec au choix le retour vers le parti des travailleurs, donc le communisme, le centre un peu mou ou la droite, slash extrême droite, ça dépend comment vous voulez la nommer, qui a plus de poigne et qui apporte éventuellement des solutions à certains des problèmes du quotidien. Et donc, moi, ce que je vois dans cette histoire-là aussi, c'est que nous, une fois qu'on comprend un peu mieux les ressorts de l'élection, on se rend compte que dans notre configuration actuelle, où on a au pouvoir un centre un peu omnipotent et omniscient, et très peu d'opposition, je veux dire, on n'a plus de parti socialiste, on n'a plus, même les républicains sont extrêmement faibles en ce moment. Eh ben, on pourrait très bien se retrouver dans ce genre finalement de configuration, avec aussi une triangulaire, France Insoumise, La République En Marche et de l'autre côté le Front National. Oui. Sauf que je vois pas d'équivalent de Bolsonaro en France. Non. Donc je vois pas. Il n'y a pas de personnalité qui peut porter ça en France, ou du moins elle n'a pas encore émergé. Parce que Bolsonaro est connu depuis longtemps, hein. Il était député depuis 30 ans, tous les Brésiliens le connaissaient déjà. Oui, il y a un autre truc que cette élection m'inspire. C'est que donc on nous a dit que Bolsonaro c'était le mal, le fascisme, etc. Donc ça en fait un de plus avec Trump et Poutine. Et Salvini aussi. Voilà. Et c'est Salvini, tout à fait. Et ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ces gens ont en commun pour être aussi nauséabonds. Alors que c'est des gens qui n'ont pas du tout les mêmes programmes, qui n'ont pas du tout le même rapport à la politique et au pouvoir, mais c'est tous des nauséabonds. Et j'ai fini par me dire qu'en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est que ils font tous de la politique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient que l'action politique peut avoir une influence sur le réel. Alors que nos chers démocrates, le cœur sur la main, les droits de l'homme en bandoulière, ce sont des gens qui font de la politique d'accompagnement. C'est des gens qui sont encore dans la doctrine Thatcher de Tina, There is no alternative, et où finalement la politique ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à enrober et accompagner les évolutions inévitables du marché. Voilà, gérer une gestion de l'opinion publique aussi. Voilà. Et donc en fait, ce qui reproche à ces gens-là, ce qui reproche à ces gens populistes, fascistes, nauséabonds, c'est que eux, ils n'ont pas encore jeté l'éponge. C'est que eux, ils croient encore que la politique, ça sert à quelque chose. Bon, ben voilà. Mais je trouve ça intéressant comme point de vue. Ouais, sauf si Moss a quelque chose à dire. Il y avait un autre point qu'éventuellement j'avais envie d'aborder, c'était l'impossible distinction de l'homme et de son action. Ça, c'est un peu parce que je ne sais pas si vous avez vu ressortir aussi tous ces extraits de vidéos, certaines datant des années 80 ou 90 facilement, avec des petits bouts de phrases pour dire qu'il n'aimait pas les homosexuels, qu'il ne violerait pas cette femme parce qu'elle était trop moche ou équivalent. Et il y a cette espèce d'amalgame obligé l'homme est égal à son action. Et en gros, son programme est forcément mauvais parce que lui-même est une mauvaise personne. Et c'est la même chose que Trump, quoi. Oui, c'est la même chose que Trump, finalement, et c'est une technique assez classique. Hein, je veux dire, c'est déjà dans l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Mais je vois dans cette espèce de décrédibilisation par la personnalité et par les positions de la personne, une féminisation de la vie politique aussi, parce que au lieu de s'intéresser au programme, ce qui finalement devrait être ce qui intéresse le citoyen, on s'intéresse à la gueule des différents candidats et leur personnalité, leur charisme, leur talent caché, etc. Oui, c'est sentimentalisme, c'est le spectacle et l'effet ne compte pas. C'est Trump que l'on traite de raciste et de suprémaciste blanc, alors que sous son action, le chômage aux États-Unis des hommes noirs n'a jamais été aussi bas. Quand je dis jamais, c'est que jamais depuis qu'on a des mesures données dessus. Sur le sujet. Voilà. En pratique, il a sûrement fait beaucoup plus que des gens qui se vantaient d'être dans l'affirmative action, quoi. Ouais.
Moi, je voulais évoquer le volet écologique, puisque Bolsonaro est énormément critiqué par rapport à ses prises de position sur l'écologie. Alors, c'est clair que Bolsonaro n'est pas vraiment un écolo, ça c'est quelque chose qui est indiscutable. Mais une fois qu'on a dit ça, ça voudrait dire qu'à contrario, les gens qui s'opposent à lui seraient eux de grands écologistes. Bah voyons. Or, c'est faux, hein. L'écologie institutionnelle, c'est une esbrouffe totale. Quand on a les grands pays qui se réunissent dans des grands messes écologiques comme la COP 21 ou la conférence de Kyoto ou que sais-je encore, ils décident que dans 50 ans, que d'ici 50 ans, il faudra baisser de 5% les émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est des mesures qui, par rapport à l'urgence écologique, par rapport à la destruction des écosystèmes, enfin, ça n'a même pas d'existence. C'est totalement ridicule. Mais par contre, ils sont dans la démagogie totale. Et on voit que les électeurs de plus en plus sont shootés à ces prises de position démagogiques. Hein. On se souvient de Macron avec Make the Planet Great Again ou ce genre. Green again. Ouais, les gens adorent. Oui, qui était au passage une arnaque totale parce qu'au niveau des budgets qu'il a développés, je pense qu'il ne pouvait pas engager plus de 4 chercheurs. Hein, mais bon. Mais la réalité, c'est que aucun pays dans le monde, aucune multinationale ne prend la mesure de l'urgence écologique, tout simplement parce qu'ils sont prisonniers d'un système. S'il fallait prendre les vraies mesures, on aurait tout le système productif mondial qui s'écroulerait. Donc en fait, ils ne peuvent pas prendre les vraies mesures qui s'imposeraient pour des mesures globales, on va dire, et pour les mesures ponctuelles comme l'interdiction des sacs plastiques, des pailles. Ils sont complètement noyautés par les lobbies qui vident de substance toutes les petites mesures ponctuelles qui pourraient être prises. Donc en fait, toute l'écologie institutionnelle est une escroquerie, c'est carnavalesque, c'est de la com. On a eu la démission de Hulot il n'y a pas très longtemps. L'élément déclencheur de sa démission, c'est que pendant une réunion, il a découvert qu'un lobby faisait barrage aux discussions. Donc voilà, soit il est d'une naïveté politique, soit c'est un escroc, soit il est d'une naïveté politique extraordinaire. Et Bolsonaro n'est pas pire que les autres sur ce point. Voilà, il a dit stop à la démagogie politique. Il a dit stop aux grands traités d'environnement qui n'ont aucun impact sur l'environnement, mais par contre qui ont des vrais impacts sur la souveraineté. C'est-à-dire que si Bolsonaro abandonne sa souveraineté sur l'Amazonie, par exemple, il ne pourra plus... voilà. Il n'est pas démagogique sur la question, il n'est pas écolo, mais moi, ce que je constate, c'est que les gens sont complètement shootés à la démagogie et qui n'ont plus aucune conscience du réel, quoi. Voilà. Martial, un dernier commentaire sur le sujet ou on passe à la dernière thématique ? Je pense qu'on peut passer à la suite. D'accord. Donc la dernière thématique pour aujourd'hui, c'est la journée des hommes, donc la journée internationale de l'homme, pour être exact. Je peux essayer de lire le communiqué de presse si ça vous intéresse. Vas-y. D'accord. Bon, donc c'est un communiqué de presse qui a été rédigé par 3 associations, SOS Papa, Paternet et puis Néo Masculin, dont Martial, tu es le responsable. C'est ça. Et puis communiqué de presse qui a été coécrit en fait par Alexis Fontana et moi-même avec l'aide de Ralph. Donc vraiment un travail d'équipe. Donc je le lis. Les associations de défense des hommes se regroupent pour vous faire part de l'introduction en France de la Journée internationale de l'homme. Cette journée consiste à célébrer la contribution des hommes à la société et attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes spécifiques à leur sexe auxquels ils font face. Elle a été créée en 1999 à Trinité et Tobago, a été reprise en 2003 en Australie et est célébrée maintenant dans plus de 60 pays. La célébration de cette journée est importante pour encourager les actions positives des hommes. Pourtant, ils sont confrontés à des difficultés de plus en plus nombreuses, parmi lesquelles de l'enfance à l'âge adulte, le décrochage scolaire massif des garçons, leur absence à l'université, le suicide, la sexuation des campagnes des pouvoirs publics, violences conjugales en particulier, et les droits des pères.
Le mois de novembre contient plusieurs événements importants pour les hommes. Outre Movember, la Journée internationale de l'homme le 19 et la Journée internationale de l'enfance le 20 sont à l'occasion, en 2 jours, de souligner la relation toute spéciale entre les pères et leurs enfants. Le thème de 2018 est consacré à ces héros du quotidien, le père de famille, l'ouvrier, l'agriculteur, le policier, le soldat du feu, le militaire, l'homme qui se dédie à son foyer, les hommes qui travaillent dans l'ombre pour un monde juste et sûr et que l'on n'a pas l'occasion de remercier dans la vie courante. Voilà, et donc vous pouvez retrouver plus d'informations sur la Journée internationale de l'homme sur le site www.journée-internationale-de-l'homme.com. Il y a des ressources aussi, des fact-sheets, des documents, enfin, je vous laisse aller voir. Ralph, est-ce que tu as un commentaire sur la Journée internationale de l'homme? Oui, bon, moi je suis d'un enthousiasme mesuré sur ce genre d'événements, ces journées internationales. Il y a plus de journées internationales de quelque chose qu'il y a de jours dans l'année. Et la Journée internationale de l'homme, cette année, tombe le même jour que la Journée internationale des toilettes. C'est d'ailleurs la Journée internationale des toilettes qui est mise en avant sur le site de l'ONU. Donc symboliquement, c'est assez fort, même si la thématique des toilettes est une problématique importante. Ces journées, c'est un moyen, si vous voulez, c'est une occasion d'attirer l'attention de l'opinion publique, d'alerter les médias sur certaines choses, de mettre en avant, de mettre la lumière sur un sujet particulier. Et tout ce qui est MRA, Men Rights Activists, ils se saisissent de cette occasion pour mettre en avant les problématiques particulières des hommes. J'ai pas beaucoup d'espoir dans le fait que ça va avoir une grande importance, qu'on va détruire les mensonges du féminisme comme l'égalité homme-femme ou ce genre de choses. Je crois pas que ça va redpiler grand monde, mais ça peut redpiler des gens. Ça peut être... Faut faire. Martial, en tant que co-signataire, est-ce que tu as quelque chose à en dire? Je suppose que oui. Oui, alors je rejoins Ralph. J'en espère pas grand-chose. Ne soyons pas fous. Néanmoins, c'est pas parce qu'on n'espère pas grand-chose qu'il faut pas le faire. C'est le jour le plus favorable pour faire passer des messages. Donc faisons-le, il y a plusieurs façons de le faire, elles sont décrites sur le site, j'en ai également fait un résumé qui est disponible. Il y a plusieurs façons d'agir, vous n'êtes pas obligé de faire des manifs, d'ailleurs il n'y en a pas de prévu. Si vous avez envie de faire quelque chose, commencez juste par transmettre des infos à des gens de votre entourage. Vous pouvez par exemple organiser chez vous une soirée pizza, bière et film et passer The Red Pill. C'est déjà énorme. Excellente idée. Voilà, si vous montrez The Red Pill à 3 personnes, c'est génial. Ensuite, vous pouvez produire des tweets ou des posts Facebook ou autres, sous notamment le hashtag Thank a Man Today. Remercier un homme aujourd'hui. Et sous ce hashtag, vous remerciez une ou plusieurs personnes qui vous ont été utiles, importantes dans votre vie. Ça peut être votre père, ça peut être le flic qui vous a défendu un jour, ça peut être le pompier qui vous a sauvé la vie, ça peut être le médecin qui vous a soigné, ça peut être juste le mec qui passait par là et dont le regard vous a soutenu. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de montrer qu'il y a effectivement, contrairement à ce que la doxa nous apprend, ou tente de nous apprendre, il n'y a pas que des hommes toxiques, quoi. Il y a surtout des hommes qui ne le sont pas. Il y a une grande majorité d'hommes qui sont des gens qui, à leur niveau, parfois faibles, mais toujours présents, contribuent à la bonne marche de la société, contribue à la rendre plus sûre et plus saine. Et contribue, et je dirais même, parce que le thème cette année, c'est les héros du quotidien. Oui. On oublie trop souvent que l'homme est presque programmé pour être dans une posture sacrificielle. Absolument. Pour sa famille, il se sacrifie pour la société, il est prêt à faire même le sacrifice ultime de sa vie, parfois pour défendre des inconnus ou pour éteindre des feux ou que sais-je, des choses qui individuellement ne le concernent absolument pas. Et c'est bon de le rappeler. Voilà.
Et je sais que personnellement, dans mes tweets ce jour-là, il y aura par exemple un mot pour le gendarme tué à Trèbes il y a quelques mois, puisque c'est près de chez moi et que ça m'a particulièrement touché. Voilà, entre autres. Oui, excellente initiative, excellente idée. Du coup, je ne sais pas comment me placer parce que vous êtes tous les deux un peu défaitistes, enfin surtout Ralph, mais C'est vrai, je suis un trait de caractère que j'ai. Ouais. moi je le vois de manière un peu plus optimiste. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais quand même faire un petit salut amical dans la direction d'Alexis Fontana, qui a été absolument moteur sur ce projet, qui a fait un travail formidable, qui a mis en relation des associations, qui a rédigé le communiqué, qui a publié le site web, qui a vraiment fait un gros travail, et je crois que tout le monde doit le remercier pour ça, parce que c'est vrai qu'il y avait besoin que quelqu'un le fasse. Et je pense que, je partage un peu, Ralph, ton côté pessimiste sur le fait que, effectivement, je doute que l'action publique, que l'action politique se saisisse du dossier après une longue torpeur, un long silence. Mais en même temps, je pense que c'est un peu nécessaire pour nous d'avoir une journée où on fait passer nos messages, et puis c'est l'occasion ou jamais d'agrandir un peu notre audience, de contacter plus de gens et d'avancer sur certaines des problématiques. Après, je suis tout à fait conscient que Marlène Schiappa ne se réveillera pas de son long sommeil et ne décidera pas de verser 1 centime supplémentaire aux causes masculines. Ça, je suis tout à fait conscient. C'est dommage parce que l'intitulé de son poste, ça concerne les hommes et les femmes. Les deux. Oui, mais écoute, Martial, tu le sais comme moi, en pratique, il n'y a des budgets que pour un seul des deux sexes. Donc. Oui, c'est étrange, hein, mais... Bon, ouais. Mais effectivement, le camarade Alexis a beaucoup fait pour la cause, qu'il en soit remercié et béni dans les générations et les siècles des siècles, amen. Et ouais, ça fait des années qu'il fait un travail de fourmi, et un travail incessant, jour après jour, et c'est absolument remarquable. Donc effectivement, il faut le souligner, il faut le saluer. Et oui, sur le travail d'Alexis Fontana, il compile des citations de féministes qui sont absolument ahurissantes. Il compile des chiffres aussi de manière très sérieuse sur les pratiques des hommes. Donc il apporte des sources, comme on dit. On est une époque obsédée par les sources, et il fait un travail de dévotion, quoi. C'est un prêtre du MRA, Alexis. Bon, eh bien très bien. Est-ce que Martial ou Ralph, vous avez encore quelque chose à ajouter ? Quelque chose à ajouter, laissez-nous en commentaire vos impressions sur l'émission. Pardonnez aussi notre amateurisme, hein. On va essayer de s'améliorer si jamais on en fait d'autres. Et voilà. Oui, je pense qu'on a entendu quelques bruits de chat aussi. Ça venait chez moi. Ça, je crois que c'est Martial. Oui. Il y a peut-être des problèmes de son sur la première, ou des problèmes de rythme aussi, mais c'est des choses qu'on va essayer d'améliorer au fur et à mesure, hein. Voilà. Nous ne sommes pas tous des gens de la radio, donc effectivement, ça ne va pas être forcément formidable sur la première édition, mais on espère que petit à petit, on va s'arranger, et puis on espère que au niveau des auditeurs, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce contenu, et puis même à nous proposer des thèmes en commentaire, hein, d'une semaine sur l'autre, etc. N'hésitez pas. Martial, un dernier mot peut-être pour conclure ? Non, c'est bon pour moi, effectivement, le crash test s'est pas mal passé du tout, donc vous m'envoyez absolument ravi. J'espère qu'on n'a pas trop emmerdé l'auditoire, et je vous dis à très bientôt. Très bien. Eh bien, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.